Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un épisode en solo dans lequel j'ai eu envie de vous parler du chemin de guérison et du fait que bien souvent, pour pas dire tout le temps, le fait de commencer à guérir entraîne souvent une période qui va être pire. Et c'est autant valable dans le chemin de guérison thérapeutique, psychologique, mental, émotionnel que finalement dans le chemin de guérison physique, j'ai envie de dire. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode ? Parce que comme souvent, au cours de la semaine, il y a des sujets qui reviennent. Et c'est des sujets dont du coup j'ai envie de parler. Et là c'est une discussion que j'avais hier avec une de mes clientes. Et avec ce moment où en fait il y a cette sensation de chaos et cette sensation que peut-être c'est pire qu'avant. Et en fait bien souvent c'est pas une impression. Alors pour expliquer un peu ce chemin, je vais donner trois images. Parce que j'aime bien les images et que parfois quand on transpose un sujet dans un autre domaine avec la même mécanique, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe et ça permet de mieux appréhender ce qu'on est en train de traverser. Le premier exemple que j'ai envie de donner va être rapide, c'est l'idée que en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a toujours une forme d'homéostasie qui se fait dans notre corps, dans notre mental, etc. Cette homéostasie, c'est une forme d'équilibre qui va se trouver, qui va se mettre en place, mais qui parfois, en fait, est un équilibre déséquilibré. C'est-à-dire que ça tient debout, mais en fait, ça va être des choses qui compensent une autre chose, qui compensent une autre chose, qui compensent une autre chose. Si on imagine une tour façon Jenga, là, je sais pas si tu te souviens de ce jeu avec les morceaux de bois là comme des caplas un peu, où il faut faire une tour et retirer des morceaux et voilà. Et donc on imagine une tour qui est branlante, voilà, qui tient debout, mais on voit bien qu'elle est pas droite, elle part à gauche, elle part à droite, ça va un peu dans tous les sens. Et il faut imaginer que toi, tu fais partie des briques qui sont tout en dessous et qu'en fait tu portes le poids en fait de plein de choses sur tes épaules sans forcément le savoir. Donc il y a le poids de tout ce que tu trimbales au quotidien dont tu as conscience, mais il y a aussi le poids de ce dont tu as moins conscience et qui relève plus de ta lignée, la famille, le transgénérationnel, etc. Et si à un moment donné, pour que tu puisses respirer et qu'on puisse reconstruire une tour qui soit beaucoup plus solide, droite, et que toi tu sois plutôt en haut, en fait à venir par-dessus l'expérience de toute ta lignée et ta vie quotidienne pour être assise dessus plutôt que de le porter sur ton dos, et à un moment donné en fait la tour elle va tomber, et le moment où la tour tombe, c'est pas le moment où c'est le plus facile. Et dans le corps c'est pareil, dans le corps il y a une homéostasie qui se fait pour que ce soit vivable, supportable, mais c'est pas forcément souhaitable. L'exemple que je vais te partager, ça va être un exemple physique. Quand j'étais adolescente, je me suis blessée à la gym. Je me suis tapé la cheville, l'intérieur de la cheville sur les barres asymétriques, mais de toutes mes forces. J'ai balancé ma jambe, elle est retombée de toutes les forces sur l'axe en fait en métal qui tient la barre asymétrique. Donc j'ai eu évidemment un œuf énorme, une bosse, je pouvais plus poser mon pied par terre, mon pied est devenu, j'ai eu un énorme hématome. Mais bon, vu que je m'étais cognée, ça semblait normal. Donc en fait, on n'a pas cherché plus que ça. Sauf qu'en fait, il y avait eu plus de lésions que ce qui n'y paraissait. Et une fois que l'hématome s'est résorbé, je me suis mise à remarcher normalement. Sauf qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une fragilité de la cheville et j'ai commencé à me tordre la cheville un peu pour un oui ou pour un non. Et je me suis retrouvée à faire une dizaine d'entorses au fil des mois, etc. Donc ça devenait compliqué. Entorse sur entorse sur entorse, je finissais par avoir quand même des douleurs qui persistaient. Et un jour, je vais voir un kiné
qui manipule un peu mon pied, mais je m'en souviens très bien, il fait pas non plus, voilà, il me met pas le pied à 90, il fait pas tout craquer, voilà, je vois bien qu'en fait, dans les manipulations qu'il fait de mon pied, il fait pas grand chose, il fait pas de grands gestes, il fait pas de grands trucs. Il dit ah c'est un peu déplacé, clac clac, il remet un peu dans l'ordre. Et là, je m'assois sur le bord de la table et je saute de la table en fait pour descendre sur mes deux pieds. Et au moment où mes deux pieds se posent par terre, j'ai une douleur dans la cheville, mais qui m'a fait me rasseoir. Ça m'a coupé les jambes tellement j'ai eu mal. Et en fait, je ne pouvais plus marcher. Et le kiné me dit mais attends, je comprends pas, j'ai quand même touché à rien, globalement quasiment à rien. C'est pas possible que t'aies mal comme ça. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la position qui était pas bonne de mon pied, qui fragilisait l'équilibre de mon pied et qui faisait que je faisais beaucoup d'entorses, en fait, cette position un peu foireuse de l'intérieur de mon pied s'était mis de cette position-là pour me protéger de la douleur qui, en fait, n'était jamais partie. Et quand lui, il a remis ma cheville dans l'axe, la douleur, en fait, qui était là, elle était réellement là, s'est réveillée. Et donc, on a continué à chercher, à faire des examens, etc. Et on a fini par découvrir avec un IRM que j'avais un ligament complètement abîmé. À l'IRM, on aurait même dit qu'il était sectionné. Bref. Et donc, je dois me faire opérer. Parce que ma vie est devenue compliquée. Je peux plus faire de sport. Quand je marche, j'ai des douleurs. Alors, c'est pas constant, mais c'est quand même fort et gênant. Et c'est pas supportable. Et ça s'aggrave un peu plus à chaque fois, enfin, au fil des jours, au fil des années même, parce qu'on a mis plusieurs années à trouver ce que j'avais vraiment. Et donc, tout ça se dégradant. Au final, l'opération donc est la solution. Et au moment où je me fais opérer, et dans les suites de cette opération, ma vie a été pire que ce que j'ai pu connaître par avant. C'est-à-dire que aucune des entorses que j'ai fait, aucune des douleurs que j'ai pu avoir n'ont égalé ce que j'ai vécu à la suite de mon opération. Déjà, il y a la peur de l'anesthésie, il y a le réveil complètement dans le gaz, avec des nausées, un plâtre, un drain qu'il va falloir enlever. Et puis là commence la vie avec des béquilles. Donc c'était l'année de mon bac, donc j'étais lycéenne, je prenais le car, j'avais un sac à dos qui devait faire 10 kilos. Je me retrouvais avec des béquilles qui glissent beaucoup. C'était pas évident parce que je me suis fait opérer en automne et que j'habite en Bretagne. Donc le sol carrelé de mon lycée faisait que j'ai glissé. D'ailleurs, dans les premiers jours de ce post-op, j'ai glissé en fait complètement et je me suis rattrapée sur mes doigts de pied alors, avec mon plâtre, ce qui a fait lâcher une partie des sutures et je me suis fait opérer une deuxième fois. Donc tout ça pour dire que c'était compliqué et je suis passée de ça me gêne quand je marche, je peux plus faire de sport, j'ai des douleurs qui me prennent de manière aléatoire, mais j'ai une vie à peu près normale. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et d'un seul coup, j'ai plus qu'un pied, j'ai plus mes mains. Donc je suis encore plus handicapée finalement qu'avant de me faire opérer. J'ai mon sac qui pèse lourd avec des béquilles, c'est hyper compliqué. J'ai mal aux mains, je mettais des bandanas sur les poignets de mes béquilles pour essayer d'amortir le choc. J'avais les mains mais explosées. J'avais des courbatures dans les bras, dans les épaules. Je pouvais plus rien faire. Au self, il fallait que je trouve au moins 2, si ce n'est 3 personnes qui se répartissent mon assiette, mes couverts, mon verre, etc. pour m'aider. Donc c'était une galère sans nom. J'avais des piqûres d'anticoagulants dans le ventre tous les soirs. Donc en fait, ma vie s'est littéralement dégradée. C'était bien pire pendant toute cette période post-opératoire que avant de me faire opérer. Sauf que quand c'est physique, on accepte plus facilement, on a plus conscience en tout cas, que parfois pour guérir, ça passe par une phase où ça va carrément moins bien. Sauf que pour résoudre le problème qui était en profondeur dans mon corps, il a fallu ouvrir, aller chercher la problématique, suturer mon ligament, refermer, etc. Au final, ma chute a fait que ça a fait lâcher une partie des sutures, donc j'ai même dû me faire opérer une deuxième fois. Et là, pour le coup, j'étais étudiante à Brest, donc c'était encore pire. Enfin, c'était pas parce que c'était à Brest, c'est parce que j'étais étudiante, donc je vivais toute seule. Donc même pour me faire à manger,
La première fois que je me suis retrouvée avec, ma casserole, de pâtes, bon là pour le coup, égouttée dans l'évier qui était juste à côté, tout va bien. Et là, je me suis retrouvée avec, le placard des assiettes qui était juste en dessous, jusque-là tout va bien. Je mets mes pâtes dans mon assiette et là, je me retrouve avec mon assiette de pâtes à la main, debout sur une jambe, les béquilles posées à côté et de me dire: «Bah, je fais comment?» Je fais comment? Je saute et je fais du cloche-pied et je mets toutes mes pattes, par terre et je me souviens de ce moment où j'étais mais démunie, debout, loin de la table en fait. Enfin loin, c'était un appart, c'était pas si loin, mais je pouvais pas poser et donc en fait, j'ai adopté la stratégie de faire glisser mon pied genre par la pointe, par le talon, par la pointe, par le talon pour pas sauter. Pareil quand j'avais des verres d'eau ou des trucs comme ça, donc à force, je mettais des sacs au bout de mes, béquilles et je mettais une bouteille d'eau fermée. Je mettais, enfin, ce que je pouvais en fait, marcher avec mes béquilles, pour me servir un verre d'eau parce que pareil, je m'étais retrouvée avec un verre d'eau à la main. Bon, bah, là, je l'ai bu, c'était pas très grave, mais il y a plein de petits trucs comme ça du quotidien et j'étais toute seule cette fois-ci, dans mon appart et donc bah, c'était encore plus compliqué. J'avais des changements de bus, enfin, c'était une galère, mais une galère et pour autant, j'ai jamais douté, même s'il a fallu 2 opérations au final, j'ai jamais douté que ce que j'étais en train de traverser était, hem le chemin normal vers la guérison. Et à la suite de ces 2 opérations, j'ai récupéré bon, alors il y a eu de la rééducation, j'ai dû réapprendre à dérouler, talons pointe, réapprendre à marcher à 20 ans. Bah, c'est pas évident quand tu réfléchis plus depuis que tu as 2 ans, pour marcher, bah, réapprendre à marcher, à 20 ans, c'est pas si évident. Remuscler mon mollet qui était plus un mollet, voilà et donc voilà, il y a eu plein de choses compliquées, enchaîner les séances de kiné, les machins. Ma vie a été pas simple à cette période-là. Est-ce que du coup j'avais fait une erreur et est-ce que le fait que je sois en train de vivre quelque chose d'encore plus douloureux que ce que je vivais avant était synonyme de: «Je suis en train de faire une erreur»? Bah non, en fait. Non, parce qu'aujourd'hui et depuis mes 20 ans, enfin un peu plus le temps que la rééducation et tout ça se remettre vraiment en place, mais on va dire que ça fait une bonne vingtaine d'années que j'ai pu reprendre le sport normalement. J'ai quasiment pas de séquelles et bon, j'ai une sacrée cicatrice, mais ça, voilà, c'est pas dramatique. Mais il y a certaines chaussures que j'ai du mal à mettre parce que ça appuie sur ma cicatrice et ça me fait mal. Mais en dehors de ça, j'ai une vie beaucoup plus normale et beaucoup plus douce qu'avant mon opération. Mais c'est passé par plusieurs années au final, puisque 2 opérations à 2 ans d'intervalle, plus la rééducation entre les 2 et à la suite de la deuxième opération, et cetera. Il y a bien dû avoir 3 ans qui ont été vraiment galères. Mais derrière ça, est-ce que ces 3 ans, ça voulait dire que j'aurais pas dû le faire? Ben, je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui si je m'étais pas fait opérer de la cheville. Je pense que mon ligament aurait lâché d'ailleurs et que l'opération aurait été encore pire. Donc parfois, quand on repousse une intervention chirurgicale ou le fait de se soigner juste, ben, parfois l'acte de soigner et les conséquences qui suivent sont pires plus on attend. Parce que la maladie se dégrade ou les os, les ligaments s'abîment encore plus, etc. Donc on ne doute pas, et en fait c'est assez logique finalement de comprendre que quand on a besoin d'aller au cœur d'une problématique physique, alors il y a des choses qui vont... En fait, ça empire notre état dans un premier temps. C'est pire, on a plus mal, on est plus handicapé, c'est plus problématique. Et en fait, c'est normal. Et l'idée, c'est de comprendre que dans le chemin de guérison thérapeutique, eh ben, c'est la même chose. Mais c'est pas toujours aussi simple de prendre cette mesure-là, de ne pas oublier que en fait, le chemin de la guérison ressemble aussi à ce moment de chaos et de douleur. Euh, et parfois, c'est le corps qui aussi fait ça tout seul. C'est-à-dire, je repense à mon mari qui a arrêté de fumer. Et en fait, quand il a arrêté de fumer, il est tombé malade. Enfin, tombé malade. Enfin, si oui, il arrêtait pas. Il a jamais autant toussé de toute sa vie. Pendant 1 an et demi quasiment, il a fait bronchite sur bronchite. Il avait que des problèmes ORL, le nez bouché. Comme il disait, mais c'est pas possible. J'ai jamais été autant malade. Alors quand je fumais, et maintenant que je fume plus, je suis malade. Et le médecin lui avait dit, bah oui, mais il y avait une homéostasie du corps. Le corps s'était adapté pour trouver une forme d'équilibre malgré les goudrons, la nicotine et tout ce que tu lui envoyais.
Et donc là, comme il s'est rendu compte que tu avais arrêté de lui envoyer ça, bah ton corps, en fait, il peut enfin se libérer de tous ces déchets, de tous ces poumons, de toutes ces crasses enfin, de tous ces goudrons, pardon, qui encrassaient les bronches, les bronchioles, les poumons, les machins. Et donc, en fait, le temps que l'homéostasie saine se refasse après le fait que l'homéostasie malsaine se soit effondrée parce qu'il a enlevé un des éléments de l'homéostasie, alors il y a eu une espèce d'effondrement et de chaos, et il était à deux doigts de se dire non mais si c'est pour être malade comme ça, je reprends la clope en fait. Sauf que si on reprend la clope, c'est peut-être plus tard un cancer des poumons qui va faire quelque chose. Et en fait, ça a été long que son corps en fait se débarrasse de tout ça et qu'il puisse reprendre, qu'il ait une santé des bronches moins fragile, parce que du coup, il avait les bronches irritées, etc. Et donc, en réalité, c'est assez logique. C'est logique que le corps, les émotions, l'énergie, le sommeil, que tout ça, en fait, est une forme d'équilibre, et que quand l'équilibre bouge, ça remet ça perturbe tout ça. Et plus récemment, moi, là, quand j'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque tous les jours, je le fais depuis septembre, en mars-avril, j'ai commencé à me sentir pas bien du tout. J'ai commencé à faire des insomnies comme jamais de ma vie j'ai fait d'insomnie. Je dormais hyper mal. Je me sentais tendue alors que les choses vont plutôt objectivement bien. Et j'ai pas compris. Et de la même manière, on m'a expliqué, bah oui, mais t'as vécu des années avec un système nerveux dérégulé et tendu comme on est très nombreux à l'avoir. Et le fait d'avoir installé une pratique quotidienne qui, petit à petit, vient remettre un équilibre à mon système nerveux, en fait, il y a aussi un peu un effondrement de tous les paramètres de mon sommeil qui arrivait à se faire malgré la tension, etc. Là, en fait, les choses s'arrangent, donc l'équilibre se transforme. Et donc, finalement, il y a une perturbation et le temps aussi que le système nerveux accepte que cette détente est bénéfique. Pour toutes les personnes qui essayent de trouver de la détente, si vous essayez de faire ça trop vite, la problématique qui va se passer, c'est que votre système nerveux, s'il est dérégulé et qu'il est en mode alerte quasiment permanente, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il pense qu'il y a une problématique, un danger, et que pour survivre, il faut rester en vigilance. Et comme t'es pas mort, le fait d'être en vigilance, ça a bien marché, puisque ton système nerveux, tout ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois en vie et en sécurité et pas heureux, détendu, etc. Ça, c'est pas son sujet, il s'en fout. Il veut juste que tu sois en vie et que tu survives et que du coup, il trouve une façon de le faire. Quand il est en mode alerte tout le temps et que du coup tu as survécu, pour lui, c'est cet état de vigilance qui va faire que finalement, tout va bien. Donc quand tu commences à détendre cet état de vigilance qui est peut-être ancré depuis des années et des années et des années, il y a une petite panique intérieure de oh, elle est en train de se détendre, elle va pas voir le danger venir, alerte, alerte. Et donc il y a tout qui s'agite et qui se dérègle parce qu'il y a le rebond en fait de l'ancien schéma. Mais c'est normal en fait, c'est normal. Et j'aurais pu me dire, ok, donc je fais de la cohérence cardiaque et j'ai jamais été aussi insomniaque, aussi tendue de toute ma vie. Mais c'est juste en fait que c'est le chemin normal quand on modifie l'équilibre qu'on avait fait. Et cet équilibre peut être toxique, comme je disais tout à l'heure, ou pas sain. Et quand on veut revenir à un équilibre sain, ça perturbe. Donc voilà dans l'idée des exemples pour que tu comprennes que oui, d'aller au cœur de tes problématiques comme t'irais au cœur de ta cheville pour aller opérer le problème, ça se fait pas sans fracas, sans douleur, sans doute, sans moment où en fait c'est pire, mais c'est le chemin normal. L'idée c'est pas forcément de se réjouir, c'est pas si simple, il y a rien qui peut faire que j'aurais mieux vécu cette période-là qui était compliquée à bien des niveaux. Parce que j'avais mal, parce que mon quotidien était laborieux, parce que c'était compliqué, parce que j'étais très dépendante de plein de gens, de plein de choses, et que c'était compliqué. Je pense pas que j'aurais pu adoucir ma façon de traverser ça, mais ça aurait été pire encore si j'avais passé mes journées à me dire j'aurais pas dû faire ça, je suis sûre que c'est une erreur, faudrait que je revienne en arrière, j'aurais pas dû me faire opérer, et que je sois en train de remettre en question le cheminement. Ça n'aurait fait qu'aggraver. Et globalement, c'est quand même ce qu'on fait quand on fait un chemin de guérison. Ça va être cette mécanique-là, ces croyances-là qu'on va avoir. Et on n'a pas du tout envie de se retrouver à remuer
des émotions, mais en fait, elles sont là, comme la douleur de ma cheville, qui était cachée sous une posture qui déséquilibrait mon corps entier et qui entraînait des problématiques. La douleur était cachée, mais en fait, elle était là. Elle était là, la douleur, et elle posait problème, même si je la sentais pas. C'était elle qui posait des problèmes dans tout mon corps. Donc, c'est hyper important. Et, et du coup, je suis en train de regarder les cartes que j'ai tirées pour aller avec cet épisode. Il y a 2 cartes de l'oracle de Johanna qui sont tombées. Donc, j'ai pas pris de carte de tarot parce qu'il y en a déjà 2 qui sont tombées. Et j'ai tiré la carte donc des lignées avec écrit «J'honore mes ancêtres» et la carte de l'instant présent. Je traverse chaque événement en conscience. Et je trouve que ça revient assez bien à dire ça revient assez bien à ce que j'étais en train de dire avec cette idée que d'honorer sa lignée, ses ancêtres, son histoire, sa vie, son passé, et honorer, faudrait que je vous lise un texte sur ce que c'est que honorer ses ancêtres, honorer ses parents. C'est pas excuser ce qu'ils ont pu faire, s'il y a eu des choses qui ont été compliquées, s'il y a eu des maltraitances, s'il y a eu de la négligence, s'il y a eu de la maladresse. Tout ça va faire que l'idée, c'est pas forcément de pardonner, mais d'honorer. Alors, je vais vous lire ce texte-là. Je finis avec ce que je suis en train de dire. Et l'autre, c'est donc je traverse chaque événement en conscience. Et donc, en traversant en conscience ces moments qui sont plus difficiles que ce que c'était avant même de commencer le chemin, et d'avoir la conscience que c'est le chemin normal et que presque, j'ai envie de dire, c'est bon signe. Alors l'idée, c'est pas forcément de s'en réjouir parce que ça reste des moments qui sont déstabilisants. Donc je me suis pas réjouie, et en y repensant, je ne me réjouis pas d'avoir eu ce post-op qui était compliqué. Mais j'honore le fait que ça a été mon chemin et qu'aujourd'hui, je vais mieux et que ma santé, en fait, est redevenue quasiment normale. Donc, je vais quand même terminer cet épisode par la lecture de ce texte qui me met beaucoup de frissons et que j'aime beaucoup pour comprendre ce que c'est que honorer et qu'est-ce que c'est que le chemin de guérison. Même si on n'est jamais totalement guéri et qu'on est toujours en chemin, mais le chemin de libération, en tout cas, pour aller un peu mieux à chaque fois. Honorer ses parents ne signifie pas nier les blessures qu'ils ont causées. Honorer ses parents n'est pas un exercice d'aveuglement moral ni une amnésie émotionnelle. C'est une posture intérieure qui ne peut être saine que si elle repose sur la vérité. Nier les blessures causées par ses parents au nom de l'honneur ou de la foi ne produit pas la paix mais une dissociation. Ce qui n'est pas reconnu continue d'agir dans l'ombre, souvent sous forme de culpabilité, de colère refoulée, de schémas relationnels destructeurs ou de maladies psychosomatiques. Honorer, ce n'est pas excuser. Honorer, ce n'est pas justifier l'injustifiable. Honorer, ce n'est pas se taire pour préserver une image familiale. Honorer ses parents, c'est reconnaître qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, sans transformer cette réalité en déni de ce qu'ils ont transmis de blessés, d'incomplets ou de destructeurs. La maturité spirituelle et émotionnelle commence là, quand la vérité est regardée sans haine, mais sans mensonge. Un pardon qui exige le silence sur la blessure n'est pas un pardon, c'est une soumission intérieure. La guérison, elle, suppose la lucidité, la reconnaissance de l'impact, puis le choix conscient de ne plus transmettre ce qui a fait souffrir. C'est ainsi que l'on honore réellement ses parents, non pas en portant leur héritage intact, mais en cessant de le reproduire. J'adore ce texte parce qu'on voit bien toute la difficulté que représente finalement le chemin qu'est celui d'honorer ses parents. Et en fait, au-delà de ses parents, c'est aussi s'aligner, mais aussi son histoire et les choses qui ont pu se passer. L'idée, c'est de ne pas minimiser ce qui s'est passé, de regarder en face la réalité de ce qui s'est passé et d'honorer le chemin qui a été parcouru sans excuser, sans justifier et sans reproduire. Mais tout ça, ça vient créer un déséquilibre à la fois à l'intérieur de nous, mais ça vient aussi, quand on commence à bouger les lignes, ça vient bouger les différents systèmes au sein desquels on gravite. Ça peut être notre système familial, notre système amical, notre système professionnel, etc., qui peut déstabiliser, mais chacun retrouvera en fait une place et l'équilibre se refera différemment et de façon forcément plus saine. Donc voilà un peu les exemples que j'avais envie de donner pour aujourd'hui, pour honorer finalement aussi le chemin de guérison, qu'il soit physique, émotionnel ou énergétique, moral, etc. J'espère que ces exemples t'auront parlé et que si tu es en train de traverser des difficultés
sur le chemin qui est le tien, que tu puisses voir ça de cette manière et que ça puisse t'aider, en tout cas que ça puisse soulager une partie de ce que tu traverses et que ça puisse être soutenant pour toi. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre des étoiles, à t'abonner. Ça aide à ce que le podcast grandisse. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ces chemins-là ou qui a peur de prendre ce chemin-là pour toutes les douleurs qui vont suivre, et que tu penses que ça peut l'aider, n'hésite pas à partager cet épisode qui pourrait être soutenant. Je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.